Déjeuner politique. Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique d'Aurore Berger, députée Les Républiques En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. C'était un peu le grand débat, version les députés marcheurs hier soir, non? Le président au centre et pendant 2 heures, et vous, les députés autour? C'était ça, des explications? C'était une configuration assez simple qui permettait aussi que chacun puisse échanger directement avec lui. Mais ce qui était certain, c'est que c'était un moment qui était important pour la majorité que de pouvoir échanger directement avec le président de la République. On est à mi-mandat. Ouais. On a mi-mandat engagé dans une réforme dont on sait qu'elle est difficile, qui est la réforme des retraites, qui a toujours beaucoup mobilisé dans notre pays quand on a parlé des questions des retraites, que ce soit à l'époque pour ici allonger l'âge légal de départ ou ici une durée de cotisation. Et là, on revoit tout le système. Donc forcément, ça crée parfois du trouble, ça crée parfois des doutes, des inquiétudes, des questions. Elles ont été exprimées, ces questions, ces elles ont doutes été par exprimées certains. très directement. Oui. Ouais, très directement, très cash. Ouais. Oui, mais je pense que c'était aussi ça qui était attendu, c'est-à-dire qu'une majorité doit pouvoir aussi tout dire au président de la République, comme le président de la République doit pouvoir tout dire à sa majorité. Donc c'est ça qui s'est exprimé. Aussi des attentes très fortes des parlementaires. Je pense à la loi sur la question de la dépendance. Il n'y a pas une famille dans notre pays qui n'est pas confrontée ou ne va pas être confrontée à la prise en charge ici de ses parents ou de ses grands-parents. C'est une question qui nous traverse tous, sur tous les territoires, qui est d'autant plus angoissante qu'on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir faire bien prendre en charge ses aînés. Et ça ne doit pas être une question de moyens que de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer le jour où mes parents ou mes grands-parents seront plus en état de pouvoir rester seuls chez eux. Et donc ça, le président de la République l'a bien garanti et redit sur le fait qu'avant la fin du quinquennat, nous ferions cette réforme. Voilà, il a donné le cap, c'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est ça sur les 2 dernières années, mais il a parlé quand même des problèmes du moment, parce que quand on écoute certains députés à la sortie, on a l'impression que tout va bien. Alors moi je me pose la question, mais on ne doit pas vivre dans le même monde quand même, non? Non, mais je pense qu'on ne peut pas dire ni que tout va bien, ni que tout va mal, en vérité. Bon, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal. Regardez, cette réforme des retraites, personne ne comprend rien, à tel point qu'il y a eu un travail en amendement qui a servi à rien, finalement, parce qu'on va revenir au texte de départ. C'est un peu plus compliqué que ça, je peux vous répondre. Non. Oui, mais déjà, tout ne va pas mal. Pourquoi? Parce que le chômage est au plus bas depuis 10 ans. Parce qu'il y a eu des créations, effectivement, de sociétés à côté, qu'il y a du travail précaire, qu'il y a 1 million de jeunes qui sont sortis des radars, on ne s'en occupe pas. C'est absolument pas le cas. Sur la question du chômage, c'est pas le cas, il y a 1 million de jeunes. Sur la question du chômage, quand on dit à un moment qu'il y a le plus bas taux de chômage depuis 10 ans, ce sont systématiquement les mêmes enquêtes scientifiques faites sur les mêmes critères qui sont établis. Donc de fait, ça veut bien dire que le chômage baisse. Il y a eu des radiations, mais qui n'expliquent pas tout. Quand on voit la création d'entreprises, c'est vrai. Quand on voit par exemple la question de la formation, y compris justement et des chômeurs de longue durée et des jeunes. Et là, on a un plan justement sur la question de l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, parce qu'en effet, il y a des jeunes qui sortent du radar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'obligation de scolarisation au-delà de 16 ans et qu'on a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent sans qualification, sans diplôme, etc. 1 million. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle, justement, on dit, maman, c'est l'État qui doit à ces jeunes une obligation de formation, parce que sinon, ils se retrouvent en effet dans des situations de précarité extrêmement durables. Donc ça, il y a aussi des choses, je suis désolée, qui vont bien sur la question de la formation professionnelle, sur la question de l'apprentissage. Le fait qu'il y a un record du nombre d'apprentis aussi dans notre pays, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les entreprises jouent le jeu sur l'apprentissage parce qu'elles ont compris aussi que c'était un levier de formation interne puissant. C'est un levier d'insertion professionnelle extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on change aussi le regard sur l'apprentissage, qui n'était pas toujours très valorisé dans le pays. Bien sûr. Donc, voilà, donc on ne peut pas non plus dire que tout va mal, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir non plus une ambiance tout à fait morose dans notre pays, parce que ce n'est pas cette ambiance morose qui nous permettra de toute façon de nous en sortir collectivement. Oui, d'accord. Non, mais là, vous avez sorti des choses qui s'améliorent un peu, c'est vrai. Mais il y en a d'autres où ça ne va pas bien, quoi. C'est-à-dire que l'Europe tangue, que la délinquance explose dans certains secteurs, qu'il y a justement, vous parlez du marché de l'emploi, il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive pas à recruter parce qu'on n'a pas su former, le communautarisme qui galope, la réforme des retraites qui n'est pas bouclée, on ne sait même pas comment on va la financer. Donc il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça, vous l'avez dit avec le chef de l'État, et puis dans les sondages aussi, le chef de l'État qui est en train de baisser un petit peu, et les municipales qui ne s'annoncent pas très bonnes pour vous. Alors, vous voyez, il y a quand même il y a plusieurs sujets, mais je peux répondre aussi un par un aux différents sujets. Mais bon, d'une façon parce que générale. C'est important sur la question de la lutte contre le communautarisme, c'est un point qui est majeur, évidemment. Parce que le président de la République appelle aussi le séparatisme. C'est-à-dire que certains veulent s'affranchir des lois de la République, veulent se séparer de la République. C'est ça qui se passe, et on le voit
voit bien dans un certain nombre de nos quartiers. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on est très vigilant sur les écoles hors contrat, parce qu'on voit une multiplication d'un certain nombre d'écoles hors contrat. Et donc, on les ferme quand on sait qu'il y a des choses qui s'y passent qui sont complètement en dehors des clous de la République. Et encore récemment, c'est 3 écoles et c'est un collège qui ont été fermés justement parce qu'ils étaient hors du champ républicain. Sur la question de la réforme des retraites, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un moment, on a ce qu'on appelle une commission spéciale à l'Assemblée qui réunit des parlementaires qui viennent de toutes les commissions parce que c'est un sujet qui dépasse juste le champ social. Et on a eu 22 000 amendements qui ont été déposés. Et quand on regarde les amendements, vous voyez bien qu'il y a une volonté évidente d'obstruction de la part des Insoumis. 19 000 amendements, pour certains contradictoires. Donc c'est bien, on voit Jean-Luc Mélenchon qui maintenant se fait le défenseur des avocats, alors que dans le même temps, il veut vider leur caisse. Donc je ne suis pas très certaine que les avocats souhaitent que les excédents de leur caisse soient vidés. Ça montre mais les quand 2 même, amendements ont été générale, déposés par les Insoumis. Ça ne se passe pas très très bien pour cette réforme sur le texte, qui n'était peut-être pas bien ficelé non plus. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de députés de la République En Marche, Aurore Berger, vous ne pouvez pas le cacher, qui se disent on n'a quand même pas bien préparé suffisamment. Mais de fait, cette réforme aujourd'hui, elle est là, elle existe. Et moi, je pense qu'elle est positive. Elle est positive pour les femmes, de manière très claire, qui étaient les plus grandes perdantes du système de retraite actuel. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier pourquoi on veut changer le système de retraite. Il ne faut quand même pas nous faire croire que le système actuel est le meilleur système au monde. C'est pas vrai. C'est un régime qui est de plus en plus difficile à financer. C'est un système où vous avez des régimes spéciaux, notamment sur la question de la SNCF ou de la RATP, que plus personne ne comprend. Mais on n'était peut-être pas obligé de tout chambouler comme ça. Sans comprendre véritablement où on allait, quoi. Déjà, on a pris un engagement pendant la campagne présidentielle, de manière très claire, qui était de dire on fera un régime universel. Et c'est ce qu'on fait. Donc, à la sortie hier, il n'y a plus de risque d'implosion du groupe, parce que c'est ce qu'on disait auparavant. Il y en avait certains qui... il y a eu quelques départs, d'ailleurs, qui ont été signalés du groupe La République En Marche. Vous savez, moi, ce risque d'implosion, je pense qu'il n'y a pas un mois où on m'en a pas parlé, où on n'a pas interviewé sur le sujet. Donc un jour c'était est-ce que vous êtes tous des godillots ? Le lendemain c'est est-ce que vous êtes tous des frondeurs ? Et parfois c'était les mêmes personnes qui m'interrogeaient sur ce sujet. Donc je pense que la vérité elle est un petit peu différente. Elle est que l'Assemblée nationale a été profondément renouvelée en 2017 par des gens qui aussi ont fait le choix à un moment d'arrêter leur vie professionnelle pour s'engager dans la vie politique. Elle est aussi qu'on a aujourd'hui des tensions qui sont extrêmement puissantes et qui s'exercent aussi à l'encontre des élus, qui touchent aussi les élus, qui touchent parfois même physiquement les élus qui se font agresser, et qui créent un climat qui est aussi... pas facile. Il y avait aussi un peu d'amateurisme peut-être chez certains députés, parce qu'ils ont découvert, quoi. Emmanuel Macron s'en est pas caché. Il a dit qu'il y avait, c'était pas très pro parfois, non ? Non, mais il a pas vraiment dit ça comme ça. Non. Je question. Résume. Oui, sauf que moi j'y étais. Oui, bien sûr. Et clairement, c'est pas ce qu'il a dit. La question qu'on s'est posée, parce que moi je veux bien en permanence qu'on prenne des leçons de grand professionnalisme, mais enfin, les grands professionnels de la politique. Prétendument professionnels, c'est justement cela que les Français n'ont pas voulu réélire en 2017. Clairement. En effet, nous étions pour certains d'entre nous face à des parlementaires qui étaient parlementaires depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Est-ce que vraiment ils étaient irremplaçables ? Est-ce que vraiment c'est sain de faire de la politique pendant 30 années de sa vie et d'être parlementaire pendant 30 années de sa vie ? Est-ce que vraiment vous connaissiez 300 députés dans le mandat précédent qui vous éblouissaient ? Il y avait de tout, il y avait des parlementaires extrêmement engagés, extrêmement professionnels. Les députés ne doivent pas se décourager. Alors les députés de la majorité ne doivent pas se décourager, même si comme certains ils disent oui, c'est un cabinet noir qui dirige, c'est une vingtaine de technocrates. C'est certains députés qui le disent. Moi j'ai jamais entendu le mot de cabinet noir, déjà je ne suis pas de cabinet noir, il y a des cabinets qui sont des gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont très engagés et qui permettent aussi à l'État de fonctionner, et encore heureux. Donc moi je ne ferai jamais du fonctionnaire ou du haut fonctionnaire bashing, je pense que c'est pas sain dans une démocratie que de le faire, plus que de faire de l'élu bashing ou du journaliste bashing, etc. Oui, mais du bashing, effectivement, tout le monde en prend pour son grade, en fait, aujourd'hui. Oui, mais c'est pas sain. C'est pas sain. Est-ce que ça permet à une société d'aller mieux ? Est-ce que ça permet de se réconcilier ? Est-ce que ça permet de, ensemble, développer des projets communs ? Je pense pas. Je pense que soit on cherche à continuer à maintenir un niveau de tension important dans le pays, et est-ce que c'est vraiment souhaitable, et socialement et économiquement, soit au contraire, on se dit qu'on a des projets qui peuvent nous réunir. Quand je vous parle de la question de la dépendance, j'espère que sur ce sujet-là, on sera capable
de se réunir. J'espère que sur ce sujet-là, on n'aura pas une obstruction parlementaire qui va nous empêcher de pouvoir avancer et de débattre, parce que, encore une fois, ça c'est un sujet quotidien qui touche les Français. Qu'est-ce qu'il a dit sur la réforme des retraites, justement, Emmanuel Macron? Il pense qu'elle va être bouclée, il faudra peut-être utiliser le 49.3 ou pas? Ce qui est certain, c'est que c'est un engagement qu'on a pris et qu'on ira au bout de la réforme des retraites. Voilà. Ce qui est certain, il l'a répété hier. Mais bien sûr qu'il l'a répété. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors de faire justement pour qu'elle soit adoptée et puis ensuite la vendre auprès des Français? Il faut aller la vendre justement. Mais bien sûr, mais moi c'est ce que je fais aussi en étant à votre micro ce matin. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment, qui peut prétendre que le système actuel est satisfaisant? Il n'est pas satisfaisant ni sur la capacité du système à se financer. Ça, on le voit bien, on sait qu'on a un risque évident à un moment d'un système qu'on ne saura plus financer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les pensions de retraite des retraités actuels qu'on ne saura plus financer, par exemple. C'est un système qui est profondément inégalitaire. Est-ce qu'il a pointé du doigt les insoumis qui bloquent le chef de l'État? Il a parlé en général, il n'a pas cité le mot des insoumis. Non, mais il n'a pas voulu. Je ne sais pas si c'était nécessaire. De toute façon, on voit bien que l'obstruction, elle ne vient que d'un seul parti politique à l'Assemblée nationale. Elle vient, en l'occurrence, pas du Parti socialiste. Est-ce qu'il a parlé du danger pour la République en marche, toujours, de Marine Le Pen, du Rassemblement national? C'est pas des sujets qu'on a évoqués directement. C'est les principaux sujets pourtant qu'il évoque. Écoutez, nous, les principaux sujets des parlementaires, c'est aussi de faire la loi. Et ce qui nous importait aussi, c'était d'échanger là-dessus, ce que je vous dis, sur la réforme des retraites, sur la dépendance, sur la question de la lutte contre le communautarisme, sur la question de l'insécurité, sur la question de l'écologie. C'est ça qu'on a pu évoquer directement avec Aurore Berger, certains le disent, Emmanuel Macron, c'est pas un gourou, en plus d'un président de la République, non? Écoutez, moi, j'appartiens pas à une secte, donc j'ai pas l'impression d'avoir un gourou face à moi. Non, mais certains d'ailleurs disent que c'est une secte des marcheurs. Non, c'est faux ça. Non, parce que vous pouvez en même temps nous dire qu'on est une secte et dans l'autre nous dire qu'on n'est que des frondeurs. Mais dans une secte, vous n'avez pas beaucoup de frondeurs. Mais il n'y a pas beaucoup de frondeurs là, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Ou alors les frondeurs, on les exclut. Je vous dis, toutes les semaines, on m'interroge en me disant est-ce qu'il n'y a pas un risque de fronde? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion? Vous avez vous-même utilisé cette question tout à l'heure. Bien sûr, moi je pose toutes les questions. Oui, mais dans une secte en général, vous n'avez pas vraiment ce risque-là. Non, mais il a un côté gourou quand même, non? Je crois qu'il a un charisme assez évident que tout le monde lui reconnaît, y compris ses opposants. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas non plus été élu président de la République. Oui, c'est Benjamin Griveaux qui aurait besoin de ce charisme. Comment faire pour sauver le soldat Griveaux pour les municipales de Paris? Manque de charisme. Je pense que la question, mais elle n'est pas là. Je ne sais pas si Anne Hidalgo a un charisme impressionnant ou David Béliard. Enfin, je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est à un moment, est-ce que oui ou non, on veut une alternance à Paris? C'est ça la seule question. Il y a Rachida Dati, il y a Cédric Villani. J'ai pas l'impression que Cédric Villani, qui pourtant a fait campagne depuis très longtemps, soit en capacité demain de pouvoir gagner à Paris. Moi, je vois qu'on a des candidats qui sont extrêmement sérieux, extrêmement solides, qui sont soit des maires qui ont fait le choix de s'engager auprès de nous. Il peut encore gagner, Griveaux. Mais je pense qu'il peut évidemment encore gagner. Et puis, vous savez, Paris, c'est 17 campagnes en parallèle. Donc, les sondages qui sont faits sur l'ensemble de Paris, de fait, en vérité, sont caduques parce qu'il faut les faire arrondissement par arrondissement pour savoir vraiment ce que chaque Parisien a envie de voter. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, la maire sortante à Paris est à environ 23% d'intention de vote. Donc, ça veut dire qu'il y a une majorité écrasante de Parisiens qui n'a pas envie qu'Anne Hidalgo soit réélue. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est à un moment... Ça, c'est le premier tour, parce qu'il y a beaucoup de candidats. Écoutez, c'est le premier tour. J'ai pas l'impression même que si on élargit aux écologistes, c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui sont avec elle, il y a une majorité de Parisiens qui soutiennent cette majorité. En tout cas, moi, ce que j'entends des Parisiens, c'est plutôt les difficultés de leur vie quotidienne sur la propreté, sur les questions de sécurité, sur les questions de logement. Comme dans beaucoup de villes, ça c'est vrai. Mais peut-être encore plus à Paris. Aurore Berger, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Je reviens sur cet appel à voter contre Polanski. Avec les Césars. Avec les Césars. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aurait un trouble au moment de la cérémonie si Polanski, en tant que réalisateur, venait à être honoré, à monter sur scène. Et je pense que ce serait aussi vis-à-vis des femmes qui ont eu le courage de s'exprimer. Et toutes celles qui n'ont pas encore eu le courage de s'exprimer parce qu'elles ont peur, finalement, que leur voix ne soit pas entendue, ne soit pas reconnue. Je crois que ce serait une insulte faite à toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Mais est-ce qu'il fallait que le film aille au César directement ou est-ce qu'il fallait l'évincer des Césars directement? Le film en lui-même, je pense que oui, parce que l'idée, c'est pas de faire de la censure, de la même manière que j'ai jamais appelé à la censure, par exemple, de tel ou tel cinéma qui voulait projeter ce film. Parce que c'est une œuvre et parce que je pense que l'œuvre a le droit évidemment d'exister. La question, c'est est-ce que vous avez envie d'honorer celui qui a fait cette œuvre-là et qui n'est pas juste un cinéaste? Mais le diffuser, c'est quelque part l'honorer quand même. C'est pas la même chose, là c'est vraiment le cinéaste qui serait honoré et à un moment, il est à la fois un très grand réalisateur, je pense que personne ne peut dire le contraire, mais c'est aussi un homme qui a été reconnu comme étant coupable. Le milieu du cinéma qui couvre un petit peu. Est-ce que, alors plus directement, en 30 secondes, est-ce que comme dans le patinage, avec Didier Gaillet
qui a été exclu, il faudrait exclure aussi, ou en tout cas remettre en cause Alain Terzian qui préside les Césars. Il y a une polémique actuelle en effet au sein de l'Académie sur la question de la représentativité. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une forme d'opacité extrêmement importante sur le conseil d'administration des Césars, sur le manque de diversité, sur le manque de représentativité. C'est ça qui a été exprimé par les artistes, pas moi en tant que parlementaire de dire qui doit être dans le conseil d'administration. Les artistes eux-mêmes s'en sont saisis et je crois que c'est plutôt un mouvement qui est positif. Merci Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, était l'invité de Sud Radio. Dans un instant, on reviendra sur le compte Linky dans le collimateur de la CNIL. Restez avec nous, il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.